2 minutes simplement pour présenter Jean-Paul Demoule, bien que je me doute que ce ne soit pas nécessaire. Donc, professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France. Jean-Paul Demoule travaille essentiellement sur la néolithisation de l'Europe et les sociétés de l'âge de fer. Mais il publie également sur l'histoire de sa discipline, c'est-à-dire l'archéologie, et sur les constructions idéologiques. Parmi ses publications les plus récentes, je citerai La Révolution néolithique dans le monde de 2010, je citerai Mais où sont passés les Indo-Européens, le mythe d'origine de l'Occident 2014, qui vient d'être réédité dans une collection de poche. Et le dernier ouvrage qui est sorti ces tout derniers jours, on a retrouvé... non, ça c'est un vieux, pardon. Le dernier ouvrage, pardon. Les 10 millénaires oubliés qui ont fait l'histoire, pardon, qui est sorti chez Fayard le 25 septembre 2017 et qui a comme sous-titre « Quand on inventa l'agriculture, la guerre et les chefs », ce qui est à mon sens tout un programme et que vous retrouverez dans cette conférence. Merci. Merci beaucoup. Quand j'ai écrit ce livre, je ne savais pas que le thème des rendez-vous de l'histoire serait l'invention, donc c'est effectivement bien tombé. Donc on va parler de ce qu'on peut considérer comme événement majeur de l'histoire humaine, c'est-à-dire effectivement l'invention de l'agriculture et de l'élevage, et qui va faire qu'en moins de 10 000 ans, on va passer de quelques centaines de milliers d'humains qui vivaient de chasse et de pêche sur l'ensemble de la planète à 6, 7, 8 milliards d'humains, comme c'est le cas actuellement, dont 1 milliard ne mange pas à sa faim et presque 1 milliard est en surpoids. Alors, pour le rappeler aussi, que c'est vraiment la fin de l'histoire humaine. Si on représente les deux derniers millions d'histoire de l'humanité, à partir du moment où on parle de Homo, mais l'humanité remonte actuellement à 6 ou 7 millions d'années. La séparation avec les grands singes datant d'à peu près 10 millions. Donc si on regarde seulement les 2 derniers millions d'années, à partir du moment où on parle d'Homo habilis, Homo erectus, eh bien l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, ça serait tout au bout le 24 décembre, si on le représentait sur une année, donc en même temps que le Père Noël, et la révolution néolithique proprement dit, ça serait le 29 décembre. Donc vous voyez que par rapport à ces 2 millions, c'est un événement qui est tout à fait minuscule en durée, mais qui pourtant va être fondamental. Donc, jusque-là, depuis que l'Homo sapiens apparaît, entre 300 000 et 100 000 ans en Afrique et en Europe à partir de moins 40 000 ans, on a affaire donc à des petits groupes humains qui nomadisent au gré des migrations des rennes et des ressources saisonnières. C'est des populations qui peignent essentiellement quand ils font des représentations, mais les représentations arrivent avec Homo sapiens. Quand ils font des représentations, vont essentiellement se penser à travers les animaux. Pourquoi? Parce que les chasseurs-cueilleurs, aussi bien l'histoire, l'ethnologie que la préhistoire le montrent, se pensent plutôt comme une espèce animale parmi d'autres. Quand on va tuer un animal à la chasse, on s'excuse, on demande soit à l'animal, soit aux esprits des animaux. Donc c'est une espèce parmi d'autres, et
immergé dans la nature et en plus pas l'espèce la plus dangereuse. Et l'autre type de représentation, les animaux, si on en reste en Europe, on en a des dizaines de milliers de représentations. Les représentations humaines, elles, sont de l'ordre de quelques centaines, essentiellement des femmes nues au caractère sexuel exagéré. Pourquoi? On en parle souvent de fécondité, fertilité. On peut penser qu'il s'agit plutôt de sexualité, l'espèce humaine étant la seule où la sexualité n'est pas interrompue régulièrement, comme c'est le cas chez tous les autres mammifères. Donc c'est une espèce de pression constante sur l'ordre social. Les plus anciens récits, comme l'Iliade notamment, nous montrent, l'Iliade commence avec une infraction sexuelle, l'enlèvement d'Hélène par Paris, et la dispute entre Agamemnon et Achille, où Achille fait la grève de la guerre, sont autour de la possession d'une captive, et la même chose dans tous les récits anciens ou dans toutes les figurations, une grande partie des figurations, mais j'y reviendrai. Donc, aux alentours de moins 10 000 avant notre ère, apparaît donc l'agriculture et l'élevage de manière indépendante dans plusieurs points du monde, comme vous le voyez, c'est les taches grises. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas eu d'invention en Europe proprement dit, mais que c'est ce qu'on va voir dans les minutes qui suivent. C'est à partir de cette zone proche orientale que l'agriculture et l'élevage apparaîtront en Europe. Donc vous voyez 6, 7, 8 zones complètement indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas eu une invention unique et à chaque fois avec des espèces animales et végétales différentes. Donc, ce qu'on appelle l'invention de l'agriculture et l'élevage, c'est aussi ce qu'on appelle le néolithique, qui en grec veut dire âge de la pierre nouvelle. C'est une dénomination du 19e siècle, toujours grec pour faire plus sérieux, et ça pose un certain nombre de questions que vous avez à l'écran et que je vais détailler rapidement. Pourquoi à ce moment-là, sachant que Homo sapiens existe depuis entre 100 000, 200 000, 300 000 ans, et qui d'abord en Afrique et qui sort d'Afrique aux alentours de moins 100 000 ans. Parce que c'est la première fois où Homo sapiens est confronté à un environnement qui est favorable, qui est l'actuel interglaciaire, qui ne commence effectivement qu'il y a 10-12 000 ans. Sinon, depuis 100 000 ans, Homo sapiens vivait pendant une période glaciaire. Cette alternance régulière de périodes glaciaires interglaciaires, c'est dû à des inclinaisons cycliques très faibles de l'axe de la Terre par rapport au Soleil qui provoquent ces cycles climatique. Le dernier le précédent interglaciaire a duré 15 000 ans, l'actuel dure depuis 10-12 000 ans, donc il est très probable que dans 2-3 000 ans, on sera de nouveau dans une période glaciaire, ce qui doit nous rassurer quant au réchauffement climatique. Il suffit d'attendre un petit peu. Alors, il y a ces problèmes de néolithique, on peut distinguer 3 formes, ce qu'on peut appeler primaire, secondaire, tertiaire. La première forme, c'est par invention, sur place, c'est sous cette tache sur la carte. La deuxième, c'est par colonisation. Le néolithique, on va y revenir, provoque un boom démographique qui fait que le surplus de population va migrer et repousser ou assimiler ceux qui sont restés chasseurs-cueilleurs. Et puis enfin, il y a un néolithique par acculturation. Des chasseurs-cueilleurs au contact d'agriculteurs vont adopter progressivement leur mode de vie. Alors, pourquoi cette invention? On va redétailler ça un petit peu, mais outre le fait que c'est la première fois où les conditions environnementales sont favorables, il y a le fait que c'est plus agréable
de se sédentariser quand on peut le faire. Certains groupes de chasseurs-cueilleurs s'étaient sédentarisés, mais dans des milieux exceptionnellement favorables, en général liés à des ressources aquatiques telles que les bords de fleuves ou de mer, où il y a abondance de coquillages, poissons, mammifères marins. Alors, pourquoi ces tâches et pas ailleurs, ces foyers originels? Parce que ça va de soi, il faut de bonnes conditions, avoir des espèces animales et végétales qui soient effectivement domesticables et qui existent là où on est. Mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop abondante, parce que l'agriculture, on y reviendra, va être plus coûteuse en effort que la chasse, la pêche et la cueillette. Si vous êtes au milieu des grandes plaines américaines et que vous voyez passer tous les jours des troupeaux de bisons, vous n'avez pas de raison d'essayer de domestiquer des bisons, alors qu'il suffit de se servir quand on a besoin d'un bison. Mais néanmoins, ça ne s'est pas fait partout où cela aurait été possible, et donc il y a certainement aussi des causes culturelles de vision du monde qui ne sont pas toujours faciles à déceler. Alors, comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que ça supposait plus concrètement? Il faut effectivement maîtriser un certain nombre de techniques. Il faut, pour les plantes, être capable de les stocker, pour les céréales, par exemple, les orges au Proche-Orient, les stocker sans qu'elles pourrissent, sans qu'elles soient mangées par les rongeurs, pour pouvoir les semer le moment venu. Il faut posséder un certain nombre de techniques. Les animaux, il faut les soigner, il faut les nourrir pendant les mois d'hiver. Donc, il y a besoin d'un certain nombre de techniques. Et ça ne s'est pas fait brusquement, mais ça s'est fait très progressivement, comme on peut le supposer, en favorisant certaines espèces au détriment d'autres. On a le cas des palmiers à huile en Afrique, où avec l'agriculture itinérante sur brûlis, on élimine à chaque fois qu'on s'installe dans une portion de forêt tous les arbres sauf les palmiers à huile, et puis au fur et à mesure des cycles comme ça de cette agriculture sur brûlis, eh bien des plantations entières, sans qu'il n'y en ait jamais eu de planter, des forêts entières de palmiers à huile vont pouvoir comme ça se constituer au détriment de toutes les autres espèces. Et globalement, c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui explique aussi actuellement cette 6e extinction massive de la biodiversité qui cette fois est causée par l'homme. C'est que l'homme va favoriser toutes les espèces qu'il arrange et va éliminer de gré ou de force, ou des fois même malgré lui, toutes les autres espèces animales ou végétales. Mais ça suppose aussi, puisqu'on parlait d'idéologie, un nouveau rapport à la nature, ne plus se sentir immergé parmi l'ensemble des espèces, mais voir monter en soi une espèce de rapport de domination vis-à-vis de la nature, ce qui est un rapport complètement différent. Alors cela dit, le premier animal domestiqué, c'est pas pour la viande, c'est le chien à partir du loup, et c'est des chasseurs-cueilleurs qui ont fait ces premières domestications encore avant la révolution néolithique, pas partout dans le monde, mais dans plusieurs endroits, par une espèce de relation gagnant-gagnant, comme on dit, où les bandes de loups devenus chiens et les bandes d'hommes chassent de la même façon et se rendent des services réciproques. Et on voit un certain respect pour le chien, comme ici en haut à droite, cette tombe de chien. Dans les facteurs idéologiques, effectivement, il y a ce qu'un archéologue français, maintenant disparu, Jacques Cauvin, Naissance des divinités, naissance de l'agriculture, a supposé, lui, qu'il y avait pu y avoir d'abord, effectivement, un changement de perspective sur le monde, une espèce de révolution d'abord dans les symboles, avant que cette révolution affecte l'économie. On ne peut pas le prouver, il est probable
savoir que c'est le problème de la poule et de l'œuf ou des éléments qui composent une mayonnaise qui va prendre ou pas. Il faut un certain nombre de facteurs et ça a pu être différent à chaque fois. On a supposé aussi que ça a pu être, c'est pour ça que j'ai mis la représentation de Thomas Edison, puisque la plus ancienne voix enregistrée, la première phrase qui a enregistré l'humanité, c'était Thomas Edison qui dit il dit ça en américain, Marie a un mouton et partout où va Marie, son mouton le suit. Donc certains archéologues ont pensé par rapport aussi au féminisme montant que ça aurait pu être les petites filles qui aient d'abord domestiqué des petits animaux capturés alors que les garçons avaient l'habitude de tirer sur tout ce qui bougeait. Donc on en est là pour l'instant, on n'en a pas de preuves certaines. Donc pour la bibliographie, comme ça a été cité en introduction, il y a ce colloque La révolution néolithique dans le monde, qui est donc des actes de colloque au CNRS qui vous donne une perspective, bon, déjà un peu spécialisée, mais sur l'ensemble des régions du monde. Et puis un livre assez intéressant, un peu difficile, de l'ethnologue Alain Testard, Avant l'histoire, qui se pose en particulier cette question de l'agriculture et de l'élevage. Il y a deux livres dont je reparlerai tout à la fin, qui eux ont émis des réserves. L'ethnologue Marshall Salins, dans ce livre, Âge de pierre, âge d'abondance, qui rappelle que les chasseurs-cueilleurs travaillent beaucoup moins que les agriculteurs pour s'alimenter. Ils travaillent en moyenne 3 heures par jour pour chasser, pêcher, cueillir. Donc ils ont la semaine de 21 heures, ce qui peut laisser à penser néanmoins qu'il ne bénéficie pas de tout notre confort, mais comme vous le savez, notre confort est bien supérieur à celui de Louis XIV, de chacun d'entre nous, et sera bien inférieur si l'humanité se poursuit à ce qui sera dans 1000 ou 10 000 ans. Donc l'abondance, c'est pas absolu, c'est relatif, c'est le rapport coût-profit. Donc le rapport coût-profit était meilleur chez les chasseurs-cueilleurs que chez les agriculteurs. Et c'est la thèse que développe un historien israélien très médiatisé, Sapiens. Il vient de sortir la suite qui s'appelle Deus. Ça a été tiré en 6 millions d'exemplaires en différentes langues, où pour lui, il considère qu'effectivement le néolithique est le début de nos problèmes, mais j'y reviendrai à la fin. Donc on a ces différents points d'apparition du néolithique dans le monde qu'on peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, corréler à des zones, ce qu'on appelle des zones environnementales, ce que les géographes appellent des biomes. Donc vous voyez qu'en marron foncé autour de la Méditerranée, c'est des zones favorables qui font que dans un premier temps, à partir du Proche-Orient, le néolithique, pendant plusieurs millénaires, va rester dans la zone méditerranéenne. Et pour ne rester qu'au cas de l'Europe, c'est seulement ensuite qu'il va en sortir pour passer au vert foncé qui représente l'Europe tempérée. Ce que je vais développer un peu plus aussi, c'est la façon dont, à partir du croissant fertile, donc en jaune, là où il y a écrit le néolithique le plus ancien, au Proche-Orient, et bien petit à petit, là je ne parle que de l'Europe, mais à partir du Proche-Orient, le néolithique a diffusé aussi vers le nord, vers l'est et vers le sud, vers toute l'Afrique du Nord. Vous avez donc les étapes progressives, maintenant bien marquées par l'archéologie, qu'on peut suivre quasiment kilomètre par kilomètre, qui ont été confirmées aussi par la génétique des humains, mais aussi des animaux et des plantes, et qui expliquent ce processus de diffusion. Donc vous avez à l'origine une zone, là en hachure verticale, c'est la zone originale du néolithique, et puis ça va se développer, s'accroître petit à petit, et en gris, là, cette espèce de zigzag en gris, c'est les zones où vous avez effectivement des céréales à l'état sauvage, blé sauvage et orge sauvage, qui ne poussent d'ailleurs pas, qui n'existaient pas en Europe, qu'il a fallu apporter en Europe.
Donc, de quoi part-on? On part de ces chasseurs-cueilleurs que je vous montrais tout à l'heure dans leur tipi, des petites constructions circulaires, comme vous avez en bas, une civilisation qu'on appelle le Natoufien, du nom d'un cours d'eau qui se trouve sur le territoire israélien, et des harpons, des silex, etc. Et vous voyez aussi la présence de la sexualité avec cette petite statuette en quartz qui représente un couple enlacé. Au bout de 1000 à 2000 ans, eh bien, à partir de ce point de départ, on a des villages qui vont compter bientôt plusieurs centaines, puis plusieurs milliers d'habitants. On passe de maisons rondes à des maisons quadrangulaires parce que c'est plus facile d'agrandir une maison quadrangulaire. Il suffit de rajouter des pièces qu'on ne peut pas faire avec une maison circulaire, mais souvent ces constructions circulaires sont quand même utilisées, comme ici, là, sur ce site syrien fouillé par une mission française, sont utilisées plutôt comme dans les bâtiments cultuels cérémoniels. En voici un autre exemple, pas très loin de là, dans le sud de la Turquie, la frontière syrienne. Là, c'est représenté en 3D de manière simplifiée, le site de Göbekli, mais c'est pour que vous ayez d'abord une idée générale, et puis on va voir concrètement ce que c'est. Donc il s'agit de constructions circulaires d'à peu près une vingtaine de mètres de diamètre, des fois avec 2 ou 3 murs en pierre sèche concentrique, et dans lesquels sont insérés des dalles verticales, elles-mêmes comportant des bas-reliefs. Donc, voilà comment ça se présente. Donc vous avez ces constructions circulaires en pierre sèche et ces dalles verticales qui font entre 3 mètres et 5 mètres de haut, qui sont incluses dans les murs. Donc des bâtiments circulaires qui n'ont aucun usage d'habitation ni pour la vie quotidienne. Voilà les plans, donc c'est en vert foncé, vous avez le plan des constructions. Il y en a une vingtaine de reconnus, mais seulement 4 qui ont été fouillés. Et en rouge, ce sont ces grandes dalles verticales. Donc là, on est aux alentours de moins 9500, moins 9000, au moment où on est en train d'inventer l'agriculture et l'élevage. Donc rappel sur la construction. Voilà des exemples de ces bas-reliefs qui représentent en général des animaux mâles et des animaux sauvages au moment même où on entreprend de domestiquer les chèvres et les moutons et bientôt les bœufs et les porcs. Il n'y a pas de représentation humaine sauf cette espèce de stylisation que vous avez en haut à droite de dalles sur la tranche où il y a une ceinture et puis des bras et des mains qui descendent sans qu'on puisse en savoir plus parce que le visage n'est pas représenté. Et avec le néolithique, donc, ce qui confirme aussi cette idée que c'est un changement complet dans les représentations, vous allez avoir toute une sorte de boom dans les techniques de représentation, dans les modes de représentation qui tranchent complètement avec ce qu'on avait jusqu'à présent, qui étaient soit des peintures rupestres, soit de modestes statuettes. Ici, en Jordanie, vous avez un ou deux exemples au musée du Louvre, des statues qui font à peu près 1 mètre de hauteur sur un bâti en jonc recouvert de plâtre et avec un visage en bitume. Comme on s'est sédentarisé maintenant, quand on était nomade, les morts étaient enterrés au gré des déplacements. Avec la sédentarisation, les premiers cimetières apparaissent, où les morts peuvent même être à l'intérieur sous les habitations. On récupère le crâne de certains défunts et on leur modèle un visage en argile avec des yeux en coquillage. Autre exemples de ces crânes dits surmodelés. C'est de là également, au Proche-Orient, datent les plus anciens masques, on est toujours vers 8000. Ce masque en pierre, il est à taille humaine avec des trous de fixation, des trous pour voir. Il y a pu y avoir des masques en bois ou en cuir bien avant, mais en tout cas, on est sûr qu'il y a 10 000 ans, il y avait les masques, et on sait que les masques sont cérémoniels à l'origine, et que le carnaval n'en est que un dérivé récent.
sur un autre site turc un peu plus récent, Çatalhöyük. Le principe des crânes surmodelés est utilisé pour des taureaux. On récupère des crânes de taureaux sauvages, de rocs, et on va modeler un mufle par-dessus, et on va fixer ceci à l'intérieur des habitations. Et de manière intéressante, le thème de la femme et du taureau va se retrouver beaucoup plus tard, à partir du moment où on a des textes, à partir du 4e millénaire, au Proche-Orient, oui, on a une grande déesse et en face le principe mâle qui est incarné par un dieu taureau comme Hadad, Baal, etc. Voilà une autre représentation d'artiste d'une des pièces de ce site de Çatalhöyük, d'une des maisons de Çatalhöyük, avec ces crânes de taureau et ces représentations d'un taureau. Il y a des représentations de chasse également. Et toujours de Çatalhöyük, cette représentation d'un personnage féminin assis entre deux léopards, donc deux carnivores. C'est toujours ce thème de la femme et de l'animal dangereux qu'on retrouve très régulièrement dans les représentations mythologiques anciennes et récentes. Et puis le néolithique va créer ce boom démographique parce que avec la sédentarité, eh bien, les chasseuses-cueilleuses ont en moyenne un enfant tous les 3-4 ans, les agricultrices jusqu'au début du XXe siècle, par exemple en Europe, avaient pratiquement un enfant tous les ans, même si la moitié mourait en bas âge. Donc c'est ça qui explique ce boom démographique, la sédentarité plus une alimentation de meilleure qualité et sécurisée. Meilleure qualité, c'est-à-dire plus riche notamment en protéines, mais plus riche en sucre aussi, ce qui va aussi avoir des effets négatifs. C'est le moment où les caries dentaires en particulier commencent à exploser. Donc ce boom démographique va effectivement provoquer la colonisation du reste des régions avoisinantes par les agriculteurs qui vont franchir le détroit du Bosphore qui n'existe peut-être pas encore, c'est quelque chose qui se discute, et donc s'installer dans toute l'Europe et arriver jusqu'à l'Atlantique aux alentours de moins 4800, moins 4500. Alors ce passage, le fait que c'est une extension du néolithique, on a des tas de preuves dont je ne vais pas vous faire le détail, mais vous avez sur cette diapositive à gauche des objets qui viennent du Proche-Orient, à droite qui viennent de Grèce, et vous voyez que c'est pratiquement les mêmes, donc c'est des choses qui appartiennent plutôt au domaine idéologique, ces figurines, et c'est pas des choses qu'on va forcément adopter. Comme ces objets aussi très particuliers pour appliquer des couleurs sur des textiles ou un corps. Vous avez les mêmes sur la côte turque et sur la côte grecque. Je vais vous présenter, pour montrer de manière un peu plus concrète qu'est-ce qu'on retrouve sur ces premiers villages européens. Je vous montre la fouille d'un site bulgare, une fouille à laquelle j'ai participé avec ma collègue Marion Lichardus-Iten, Kovačevo, donc à la frontière de la Bulgarie et de la Grèce, vers 6200, donc installé sur ce bord de rivière. Voilà le plan de la plus ancienne installation, donc vers 6000, 6100, 6200. Ce que vous voyez, c'est les trous de poteaux des fondations de ces maisons. Voilà une vue un peu rapprochée, donc des maisons rectangulaires comme ce qu'on a au Proche-Orient, mais utilisant massivement le bois, parce que on est en Europe, dans des régions où le bois est beaucoup plus abondant qu'il était au Proche-Orient, où on avait préféré souvent la brique crue. Pour la forme générale de ces maisons, on dispose de petites maquettes de l'époque qui nous donnent l'allure générale, et en particulier le fait que c'est des toits à double pente, puisque sinon on ne les retrouve pas. Donc voilà
vue de certaines de ces petites maquettes de maisons. Il y a des fours à l'intérieur des maisons qui servent à la fois au chauffage et à la cuisine. Donc ça, c'est la partie inférieure du four, ce qu'on appelle la sole, avec des pierres pour chauffer et puis une couche d'argile. Et là encore, on dispose de maquettes, comme cette petite maison trouvée en Grèce, où vous avez le four, des objets plus ou moins identifiables, et puis 3 couples, grands, moyens et petits, qui suggère que sans doute à cette époque on est dans un type d'organisation à la fois de famille nucléaire avec 3 générations et plutôt là dans ce cas-là plutôt monogame que polygame. C'est le moment où on va inventer la poterie, parce qu'il y a dans certaines régions du monde, les chasseurs-cueilleurs inventent la poterie là où ils sont sédentaires, sans qu'on ait l'agriculture. Et au Proche-Orient, pendant 2-3 000 ans, on a l'agriculture sans la poterie. C'est ensuite qu'elle apparaît, et la poterie va effectivement, qui n'est donc pas strictement liée au néolithique, va être aussi l'occasion de nouvelles manifestations plastiques. L'outillage en os, ici des cuillères que vous avez des 2 côtés de la mer Égée, et puis le néolithique, on l'a souvent appelé âge de la pierre polie par rapport à la pierre taillée. Le polissage de la pierre concerne en fait uniquement les haches, c'est censé les rendre plus compactes, mais il faut d'abord tailler la pierre avant de la polir. Donc cette distinction a été abandonnée. Donc comment ça marche? Eh bien, on emmanchait dans un manche en bois, et puis vous abattez les arbres plutôt en mâchouillant plutôt qu'en cognant. Il faut à peu près un quart d'heure pour abattre un arbre de 15 cm de diamètre. Et puis tout l'outillage taillé justement en silex qui va servir à gratter les peaux, couper la viande et couper les céréales. C'est avec ça qu'on va moissonner donc des manches en bois ou en bois de serre dans lesquelles on insère ces petites lames de silex comme celles que vous avez vues juste avant, ce qui produit une sorte de lustré d'usure très, très reconnaissable et qui permet effectivement la récolte. Voilà plusieurs exemples de fossiles qui proviennent là encore de Bulgarie. Et puis à partir des grains, une fois que c'est récolté, on va broyer pour obtenir la farine. Il faut à peu près 1 heure pour broyer par ces meules en va-et-vient. Pour broyer 1 kilo de blé ou d'orge, les meules tournantes n'apparaîtront en Europe que dans les derniers siècles avant notre ère. L'inconvénient, c'est qu'en frottant, vous frottez aussi la pierre, donc ça mélange un peu du sable fin, ça produit du sable mélangé à la farine, ce qui va accroître les caries. Voilà des exemples de ces petits objets qui servaient à appliquer de la peinture. Là, je trouve que la fouille de Kovačevo est celle qui, en Europe, en a produit le plus. Les parures, donc les bracelets en marbre, et les figurines, c'est toujours dans la tradition du paléolithique, encore dans les débuts du néolithique, on a de manière très majoritaire des figurations de femmes nues au caractère sexuel exagéré. Il y a des figurations masculines, mais elles sont extrêmement minoritaires. Et on retrouve aussi cet intérêt pour les taureaux, là, soigneusement déposés dans une fosse, un crâne de bovidés sauvages, de rocs soigneusement déposé. Et en archéologie, là c'est juste de la technique, l'étude fine des formes et des décors permet de faire des chronologies qu'on va croiser avec le carbone 14 et différentes autres méthodes qui permettent, là l'évolution se fait de bas vers le haut, vers moins 6200 vers moins 5400, avec une évolution régulière des décors qui fait que si on trouve un autre site, on va pouvoir voir où on se situe par comparaison.
Alors, l'Europe n'était pas vide, il y avait les descendants des chasseurs-cueilleurs de Lascaux. Il y avait même, dans certains cas, comme ici au bord du Danube, en Serbie, dans la région dite des Portes de Fer, des chasseurs-cueilleurs sédentarisés grâce aux ressources en poissons et en coquillages du Danube. Donc, ces chasseurs-cueilleurs vivaient assez tranquillement vers moins 6000. Donc, je vous ai montré d'abord la reconstitution parce que c'est plus clair, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemblait, ce qui est moins clair. Et c'est ces chasseurs-cueilleurs qui vont être absorbés on n'a pas de traces de massacre, mais qui vont être absorbés, refoulés. De toute façon, ils étaient très minoritaires par les gens du néolithique. On estime une fois le néolithique installé en Europe, vers moins 5000, il y avait au moins 2 ou 3 millions d'individus sur l'ensemble de l'Europe, hein, alors que les gens du Mésolithique étaient sans doute de l'ordre de quelques dizaines de milliers. Et donc l'évolution, là vous avez le temps de gauche à droite, il va y avoir 2 ruptures écologiques aux alentours de moins 10 000, donc le réchauffement climatique qui fait que les chevaux que vous avez en bas, qui sont abondamment représentés à Lascaux ailleurs, vont se replier dans les seules zones de steppe, hein, et les mammouths et les rennes, eux, vont remonter vers le nord. Donc vous avez le développement d'une faune tempérée, cerfs, chevreuils, sangliers, aurochs, mais qui elle-même va être supplantée avec l'arrivée du néolithique à partir de 6000, qui vont apporter leurs propres espèces. On aurait pu domestiquer les aurochs sur place, mais on avait des bœufs domestiqués depuis plusieurs millénaires qui étaient beaucoup plus contrôlables. Donc les aurochs européens ont été petit à petit éliminés. Les derniers sont morts dans une forêt polonaise à la fin du XVIIe siècle. Les sangliers et les cerfs s'en sont un peu mieux tirés. La génétique confirme aussi l'ensemble de ça. Alors, dans les Balkans, on a un néolithique qui va être extrêmement prodigue en forme, souvent centré, toujours, comme je vous l'ai dit, sur ces reproductions féminines, extrêmement variées. Et à partir du sud-est, plus on va aller vers le nord-ouest, plus ça va s'appauvrir dans ce mouvement de colonisation pour des raisons qui ne sont pas totalement claires. Donc, voilà d'autres représentations, cette fois en Serbie, extrêmement complexes. Donc le fait qu'on retrouve essentiellement des figurines féminines au début du néolithique a fait supposer que c'était des sociétés matriarcales. Donc c'est une théorie qui apparaît au XIXe siècle, c'est-à-dire une société où c'est les femmes qui dominent politiquement à l'exclusion des hommes, hein, contrairement à toutes les sociétés humaines connues. Et ça a été repris dans les années 80 par une archéologue américaine, traduit en français, Maria Gimbutas, le langage de la déesse. En fait, ça repose sur très peu de choses. C'est pas parce qu'il y a plus de figurations de femmes que les femmes dominaient. Et vous avez vu que c'est plutôt des représentations d'ordre sexuel et plutôt dans une sexualité d'un point de vue masculin. Alors, cette idée, en fait, on la trouve dans beaucoup de mythologies, que les femmes, au début, c'est elles qui avaient le pouvoir, mais elles sont tellement mal servies qu'on a été obligé de leur prendre. Vous avez ça dans beaucoup de mythologies du monde, et si on se contente de regarder près de chez nous, ben, c'est bien à cause de Ève, quand nous ne sommes plus dans le paradis terrestre et que nous sommes obligés de travailler à la sueur de notre front. Et chez les Grecs, c'est pareil. Il n'y avait que des hommes mâles sur terre, mais ils ont réussi à voler le feu aux dieux. Zeus s'est fâché, il a décidé de créer une créature maléfique pour les punir, la femme. Donc la première étant Pandore, et évidemment on lui donne une jarre avec les mots
UX du monde, avec interdiction comme à Ève de l'ouvrir. Elle l'ouvre et tous les mots, sauf l'espérance qui au dernier moment est renfermée et reste dans la jarre ou dans la boîte. Mais sinon, c'est effectivement à cause des femmes que cela arrive. Donc cette idée du matriarcat primitif, c'est un peu une reprise en fait de ces idéologies qui sont en réalité une justification de la domination masculine et de l'oppression des femmes par les hommes. Si la question vous intéresse, il y a un livre toujours d'Alain Testard, la déesse et le grain, où il montre que effectivement si vous sortez dehors, vous verrez plus de figurations de femmes que d'hommes ou dans des magazines, mais en général c'est des femmes comme objet sexuel ou comme objet pour faire consommer des produits. Donc, à partir des Balkans, le néolithique va continuer à s'étendre, à la fois le long de la Méditerranée, c'est ce qui est représenté ici en violet, donc avec une céramique caractérisée par des corps imprimés. Et puis en bateau, on a retrouvé des pirogues en longeant les côtes, des fois en saut de puce, tout au long de la Méditerranée, là, dans toute cette zone que vous avez en grisé jusqu'au Portugal. Donc, mais en restant relativement proche des côtes, et un néolithique moins bien connu. Il n'y a pas eu de grande fouille de sauvetage, de fouille préventive. On connaît quelques constructions comme ça, mais circulaires ici, mais pas très bien documentées. Et puis, pour l'intérieur, toujours à partir des Balkans, toute cette grande zone qui va inclure le nord de la France, c'est ce qu'on appelle la céramique linéaire ou le rubané, parce que les poteries sont décorées de sortes de rubans gravés sur la pâte fraîche, dans des grandes maisons qui peuvent faire jusqu'à 40-50 mètres de long, et c'est ça qu'on va retrouver dans le bassin parisien. Il y a eu de grandes fouilles en Allemagne et en République tchèque, par exemple, ici, dans les années 50-60. Donc, vous avez les trous de poteaux de ces très grandes habitations. Donc, que vous avez ici en plan, là en reconstitution 3D, et là en reconstitution réelle, près de Soissons. Voilà ce que ça donne en réalité à la fouille. Vous retirez la terre arable et puis vous voyez apparaître les taches plus sombres de ces poteaux. Et on a trouvé aussi des puits de cette époque-là qui est représenté sur ce dessin d'artiste. Voilà le puits réel tel qu'il a pu être fouillé avec sa margelle en bois et qui descendait jusqu'à 14 mètres de profondeur. Donc c'était il y a 7000 ans, vous voyez, des techniques déjà relativement élaborées. Les pointes de flèche, la chasse est devenue marginale, c'est 5% peut-être, une chasse un peu opportuniste ou de prestige, mais qui est négligeable pour l'apport alimentaire qui repose sur bœuf, porc, mouton et chèvre. Et les coutumes funéraires que vous avez dans toute l'Europe sont en général de déposer le mort en position fétale avec des fois des bracelets comme ici là en pierre, des poteries qui devaient contenir des aliments. Et de l'outillage, flèches, meules, etc. Et comme je vous le disais, l'art plastique, qui était très varié, qu'on avait dans les Balkans, va s'appauvrir petit à petit. Là, on est déjà en Autriche, c'est toujours ces figurations féminines, mais beaucoup plus pauvres. Et en France, il n'y en a pratiquement pas, mais on connaît au moins une figuration de taureau. Cette figurine qui fait à peu près 30 cm et qui représente un taureau. Et puis, il y a un moment, le néolithique va s'arrêter, va pas aller dans un premier temps dans les régions moins favorables à l'agriculture. Donc, il va y avoir une porosité sur cette carte. En marron, c'est ce qu'on vient de voir, là, la céramique linéaire. Et puis, au nord, on a ces
cultures de chasseurs-cueilleurs qui vont néanmoins adopter petit à petit donc cette civilisation dite de Hertebole en rose, qui vont adopter petit à petit la poterie, comme vous avez en bas à gauche, l'agriculture et l'élevage. Mais néanmoins, dans une grande partie de l'Europe, notamment toute la partie de la Russie forestière, les chasseurs-cueilleurs vont encore poursuivre leur mode de vie dans des régions qui sont moins attractifs pour les agriculteurs, vont continuer leur mode de vie avec néanmoins des poteries, là où ils sont sédentarisés, des constructions un peu primitives, de nombreux objets en bois quand ils sont conservés dans des milieux humides, dans des tourbières notamment, et tout un art particulier donc autour de la Baltique notamment. Et puis, vous avez aussi la zone des steppes, là, au nord de la mer Noire, hein, que vous avez, qui est représentée en vert clair, la ceinture de steppes qui va des Carpates jusqu'en Chine, sur 7000 km de long et 1000 km de hauteur, hein, dans lequel vous aurez aussi des cultures qui, au départ, sont des cultures de chasseurs-cueilleurs sédentarisées, mais qui petit à petit, au contact de part et d'autre de la mer Noire, vont adopter lentement l'agriculture et l'élevage avec ces formes de poterie tout à fait différentes. À partir de 3500, au Proche-Orient, les populations qui sont restées sur place continuent à augmenter, et dans une sorte de nasse écologique, aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie, il y a des fleuves, mais dès que vous sortez des fleuves, des vallées, vous avez des déserts, des montagnes ou des mers. Donc il y a une pression très forte, et c'est pour ça qu'on va voir apparaître, à partir de 3500-3000, les plus anciennes villes du monde, ce qui ne va pas être le cas en Europe. Et qui dit ville va dire écriture, parce que pour gérer des masses humaines de plus en plus importantes, la mémoire ne suffit plus, et vous aurez donc ces cités. Mais en revanche, en Europe, c'est différent, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus favorable comme environnement. Donc on va voir des débuts d'inégalité sociale une fois qu'on a atteint l'océan Atlantique, sans déboucher sur des États pendant encore plusieurs millénaires. Donc ça va être propre notamment à l'Europe. Donc début des inégalités, ce personnage a 1 kilo d'objets en or sur lui, c'est à Varna en Bulgarie, sur les bords de la mer Noire, c'est les plus anciens objets en or de l'humanité. On peut se le représenter comme ça, il n'avait pas l'air très, très sympathique. Et sur les 400 tombes que compte ce cimetière de Varna, et il y en a une vingtaine extrêmement riches, et puis à l'autre bout, il y en a qui n'ont rien du tout ou qui ont très peu de choses. Donc c'est là qu'archéologiquement, on peut dire que commence historiquement l'inégalité sociale archéologiquement visible, avec toutes sortes de rituels nouveaux. Ça, c'est l'est de l'Europe. À l'ouest, on n'a pas encore de travail de l'or, mais on commence à enterrer les morts d'abord sous des grands tertres, des grands tumulus de terre et de pierre, puis dans des chambres qu'on appelle dolmen traditionnellement, ce qui veut dire table en pierre, parce que quand le tumulus a disparu, il reste plus que la carcasse qui ressemble à une table, mais en fait il faut se l'imaginer de cette manière-là, recouvert de terre et de pierre, et c'était réservé aux morts les plus importants. Certains étaient entièrement gravés à l'intérieur. Et avec cette apparition de l'inégalité sociale, eh bien, on voit disparaître ou passer à l'arrière-plan des figurations féminines, et c'est de ce qui va maintenant émerger, ces représentations masculines de figures de pouvoir, de guerriers en armes ou de symboles de pouvoir. Ici, ces espèces de crosses donc à la Comariacaire, qui figurent sur la dalle de chevet du dolmen dit de la table des marchands.
voyez un autre exemple, cette fois en Hongrie, de ces espèces de crosses qui sont visiblement une sorte de symbole de pouvoir. Et ce qui va caractériser donc l'histoire de l'Europe, alors que le Proche-Orient débouche tout de suite sur des villes et des États, ça va être des hauts et des bas, donc en vertical la complexité sociale depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'aux empires, et puis vous avez en horizontal le temps, moins 4000, moins 2000, 0, plus 1000, et région par région, là ça concerne que l'Europe de l'Ouest, l'Europe atlantique, vous allez avoir des moments de montée puis de redescente régulière de cette stratification, de cette hiérarchie sociale. Après les grands dolmens où il y avait très peu de gens, on voit au bout de quelques siècles, ils disparaissent et on a des constructions mégalithiques beaucoup plus modestes dans lesquelles en revanche on met beaucoup plus de monde et presque pas de richesse. Donc c'est l'exemple justement de ces creux, là où il y a écrit « allée couverte », entre 1500-3000, c'est un moment où le niveau d'hiérarchie sociale paraît baisser. Une autre manifestation du néolithique, c'est petit à petit, quand il n'y a plus de place, c'est la violence avec l'apparition de systèmes de fortification en terre, en bois, en pierre, comme ici, voire très complexes, des sortes d'acropoles, de tours, de redoutes, etc., qui expriment bien cette présence de la violence et de représentation de guerriers en armes avec au milieu là, des arcs et des flèches au-dessus de son bras gauche et un poignard, ou ici cette stèle dans le nord de l'Italie avec tout un amas de poignards et de haches, ou dans la vallée des merveilles, au Mont Bégo, représentation de guerriers en haut à droite, barbus et brandissant des poignards, ou un personnage connu, l'homme des glaces, Ötzi, trouvé dans les années 90 sur un glacier austro-italien, différentes représentations, et ce garçon est mort apparemment à la fois assommé et avec une flèche dans le dos, mais en même temps il avait de l'ADN de 4 ou 5 personnes sur son poignard en silex, donc il n'était pas non plus un abord très convivial, et même si c'est très anecdotique, c'est l'expression même, ça symbolise un peu cette période où les violences ne vont faire que s'accroître. Et on représentait le néolithique jadis beaucoup plus comme une période sympathique avec des cités lacustres au bord des lacs, des marinas paisibles, et on s'aperçoit maintenant qu'au contraire c'est des zones de refuge, il n'y a plus de place dans les plaines fertiles, donc on s'installe, là c'est une reconstitution sur le lac de Chalin, mais à partir de vestiges archéologiques réels, dans des zones beaucoup moins favorables et quand même en même temps fortifiées avec des palissades. Et donc pour nourrir de plus en plus de monde dans un espace qui va rester fermé, il faut faire des gains de productivité, d'où toute une série d'inventions comme la roue qu'on a représentée là, par des petites maquettes de l'époque ou des gravures qui sont d'abord des chariots à roues pleines, comme un exemple ethnographique pour montrer à quoi ça pouvait ressembler. Le char de guerre suppose la roue à rayons et sera inventé que plus tard, environ au début du 2e millénaire avant notre ère. Ce qu'on va avoir avant, c'est de gros et lourds chariots, ou également de ce qu'on appelle des travois, c'est-à-dire quelque chose qui est traîné par terre. On invente la charrue primitive qu'on appelle araire, qui permet donc de travailler les sols et de s'installer dans des zones beaucoup moins fertiles. Jusque-là, on avait privilégié les sols légers. On va produire maintenant des biens de consommation à très grande échelle, des centaines de milliers, voire des millions de haches polies dans des zones particulières, et notamment ces très belles haches vertes que vous avez peut-être vues en Bretagne, au musée de Carnac par exemple, qui viennent toutes des Alpes, de la région du Mont Viso, en bas à droite, et qu'on va retrouver sur toute l'Europe à des centaines
centaines, voire plus de 1000 km de distance, qui sont tous les points jaunes que vous avez ici. Donc une généralisation de l'échange à longue distance de biens de prestige entre les élites, ce qui ne fera qu'augmenter plus tard. Et aussi l'importance du sel, qui est une matière première très prisée, qui est pas toujours facile à détecter archéologiquement, puisque, comme vous le savez, le sel, ça se dissout, mais on a des traces archéologiques d'exploitation, notamment des sources salées, l'exploitation du sel gemme, avec des vraies galeries n'intervenant qu'à l'âge du fer, tout comme, en revanche, le sel marin, lui, étant exploité plus tôt. Donc c'est seulement les figurations féminines passent vraiment à l'arrière-plan, et c'est uniquement dans des zones très marginales qu'on va les retrouver, comme à Malte ici, ou comme dans les Cyclades en Grèce, donc à chaque fois des archipels périphériques. Le néolithique en Europe débouche sur l'âge du bronze, parallèlement aux cités du Proche-Orient. Donc cet âge du bronze, c'est toutes sortes de nouvelles inventions, mais qui au départ se focalisent surtout sur le prestige et sur la guerre. On a les traces d'une bataille, comme ici dans le nord de l'Allemagne, Tolensee, vers moins 1200, qui a opposé des milliers de combattants, avec des représentations, à part des guerriers, se focalisent autour du soleil, d'un cosmos hiérarchisé, comme ici aussi au Danemark, comme à Stonehenge, à l'âge du bronze, vers moins 1500, où le monument est orienté de telle manière que le soleil se lève dans l'axe le 21 juin, le jour du solstice d'été, et c'est pas le seul cas. Mais néanmoins, les habitations, là c'est plutôt le cérémoniel, mais les habitations restent des villages traditionnels avec des fermes aristocratiques fortifiées pour les chefs, mais sans qu'on débouche sur ce phénomène urbain, parce qu'il n'y a pas la pression qu'il y a pu y avoir en Mésopotamie ou en Égypte, et où à chaque montée trop forte, on a des moments de redescente. Alors pour en terminer, effectivement, c'est les représentations avec les grands empires de périodes historiques. Vous allez avoir des représentations à signification religieuse, et vous allez avoir aussi à apparaître un art profane qui n'existait pas auparavant. Il y avait une valeur très forte de ces représentations qui à chaque fois sont archéologiquement associées plutôt à des activités cultuelles, de relations, de commerce avec le surnaturel. Avec l'augmentation constante de population, on a un art profane qui peut être un art de prestige, comme on vient de le voir, et la dernière invention à retenir, c'est celle de la photographie, qui fait que l'art n'est plus obligé de représenter le visible, comme disait Paul Klee, mais de rendre visible, c'est-à-dire de donner ses impressions, si bien qu'on en arrivera à la négation même de l'art, tel que Marcel Duchamp a pu le poser en 1911, ou que l'art deviendra simplement un moyen d'optimisation fiscale, l'art contemporain, et n'aura plus rien à voir ni avec le rapport surnaturel, ni avec quelque chose qui relèverait du beau, et y compris avec un art populaire à côté de l'art de prestige, qui au moins a l'avantage de ne pas procéder du détournement fiscal. Néanmoins, pour en terminer, cette mise en valeur des chefs en armes va rester une tradition forte dans toutes les sociétés industrielles, que ce soit au 19e ou au 20e siècle, ou même encore après, et tous nos monuments aux morts n'en sont que l'expression. C'est à chaque fois des guerriers, même guerriers morts ou guerriers triomphants, mais en tout cas, c'est des guerriers qui sont une des représentations majoritaires. Il existe encore des représentations féminines dans nos sociétés, mais qui sont relativement minoritaires, mais qui sont aussi
qui nous ramène aussi au paléolithique, puisqu'elles sont aussi associées, comme dans toutes les religions. Les religions servent à plusieurs choses, mais aussi à contrôler la sexualité singulièrement féminine. Ici, il s'agit d'une vierge qui elle-même est née d'une immaculée conception de sa propre mère, Sainte Anne. Donc cette permanence du principe féminin en sourdine, on peut la voir jusqu'à nos jours, y compris de manière décorative, et y compris dans la publicité, ce qui ne prouve, comme je disais tout à l'heure, en aucun cas que ce soit des sociétés, elles émanent de sociétés matriarcales, bien au contraire. Donc le destin futur de l'humanité, vous voyez, à partir du moment où on a l'agriculture, il y a le râteau, donc on commence à se baisser. Voilà une autre interprétation possible qui nous vient directement du néolithique et de l'agriculture, ou une autre aussi interprétation. C'est pour ça, comme je vous le disais d'entrée tout à l'heure, il y a des livres qui s'interrogent sur le problème de savoir si c'était une bonne idée d'inventer le néolithique ou si c'était pas mieux de rester des chasseurs-cueilleurs. Le problème, c'est qu'on ne peut pas refaire l'histoire, donc il faut prendre l'histoire telle qu'elle est, mais peut-être qu'il n'y a pas de fatalité dans la production de sociétés inégalitaires, violentes et destructrices. Peut-être que à ce moment-là, ça nous appartient à nous d'en décider. C'est pas un destin qui nous serait totalement étranger. Donc si vous voulez réviser, je vous conseille donc cet excellent livre qui vient de paraître, et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.